Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce retour d'expérience où nous parlerons de partenariats publics-privés et où nous verrons plus précisément comment les startups et les entreprises peuvent apporter des solutions opérationnelles aux problématiques territoriales. Pour en parler, nous accueillons Emmanuel Bobin, directeur général de l'Open Tourism Lab. Bonjour. Bonjour. Alors vous accompagnez des startups mais aussi des territoires. Nous accueillons également Damien Catala de Dahub, une start-up spécialisée dans la gestion intelligente des données touristiques. Vous êtes également membre du collectif Relance Tourisme. Et nous avons en visio, bonjour, Karim Zameziati. Vous êtes chef de produit Forcla, qui est la marque trekking de Decathlon. Et vous allez nous parler tout à l'heure d'une expérience intéressante en lien avec les offices de tourisme, notamment de votre région. Merci à tous les trois d'être ici. Alors Emmanuel Bobin, on va commencer cette discussion avec vous, puisqu'avec l'Open Tourism Lab, je le disais, vous accompagnez donc à la fois des startups et des territoires pour les accompagner face au changement d'usage, face aux nouvelles attentes de la société. Donc j'allais dire, vous avez un petit peu un pied dans chaque camp, de chaque côté. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots pourquoi aujourd'hui les territoires ont particulièrement besoin de ces acteurs privés pour réinventer leur modèle de développement touristique? Oui, on va essayer peut-être de le faire autour de 3-4 éléments de tendance. La première des tendances, c'est qu'il y a une accélération de l'économie d'usage, on va appeler ça comme ça, et donc de l'allocation, c'est-à-dire que par exemple pour pratiquer une activité, il ne suffit pas maintenant peut-être d'être propriétaire de son propre objet pour pratiquer, mais on a véritablement plein d'exemples aujourd'hui. Prenons l'exemple des trottinettes électriques. Donc on a eu un développement du service dans des villes et qui ont servi donc à des visiteurs et des touristes pour les employer. Et ça a été une initiative qui a été en prémisse, en tout cas, à une prise en charge après, par exemple, par les collectivités, mais qui ont eu plus un rôle de régulateur qu'autre chose. Donc ce que je veux dire par là, c'est effectivement cette accélération du coup des usages. Les collectivités, les territoires ne sont pas dans cette même vitesse, en tout cas, des changements de tendance. Et est-ce que c'est vraiment aux collectivités de devoir développer ce type de service? Moi, je ne crois pas. Donc c'est là où, évidemment, la collaboration, start-up ou grande entreprise, est nécessaire. Et puis je vais prendre cet autre exemple, qui est l'exemple que les stations, par exemple, de ski peuvent vivre là sur cette saison d'hiver. La monoactivité ski n'a pas été possible pendant cet hiver. Donc du coup il y a eu une appétence en tout cas des personnes qui se sont déplacées vers les stations cet hiver pour pratiquer plein de choses, et on le voit bien. Et en plus là aussi ça rejoint une autre tendance, c'est du zapping d'une activité à une autre pendant ces temps des vacances. Aujourd'hui on réussit ses vacances parce qu'on a fait plein de choses, on a fait plaisir à ses enfants, on a fait plaisir à la famille parce qu'on a fait plein de choses. Donc du coup, ça, il faut que les territoires, évidemment, soient en capacité à proposer ça, et la collaboration, en tout cas, doit se faire avec les entreprises. Un autre élément, qui est aussi un élément, je dirais, d'accélération, c'est l'accélération des technologies, et donc en permanence, on a des nouvelles technologies qui arrivent, et comment, du coup, des territoires, des collectivités peuvent s'approprier toutes ces technologies-là en un temps T, avec surtout des compétences pour ça. Ben là aussi, c'est aussi compliqué d'être en capacité, justement, voilà, d'être en phase par rapport à ces arrivées. Et puis c'est tous les jours qu'il arrive ces nouvelles technologies. Donc, pour nous, évidemment, enfin, l'appréciation qu'on en a, et dans le fait d'accompagner les startups et les amener face à ces collectivités, ou même face à des donneurs d'ordre privés, eh ben, on voit bien que le bénéfice que ça apporte, puisque ça instaure le dialogue et en tout cas l'implémentation et l'appropriation de ces technologies. Donc là, ces facteurs, en tout cas, de rester à niveau par rapport à ces enjeux-là. Euh,
Un autre élément, et qui était peut-être un troisième point sur lequel justement les collectivités peuvent réfléchir, c'est la gestion de la crise sanitaire qu'on a eue. S'il n'y avait pas eu des collaborations avec des startups, est-ce qu'elles auraient été en capacité de répondre en tout cas aux critères sécurité sanitaire, mais même dans un environnement qui n'est pas du tout celui du tourisme. Mais regardez ce qu'a fait Permis Doctolib, en tout cas dans ce qu'on a vécu depuis un an. Et le dernier point aussi par rapport à des tendances et des besoins de collaboration avec des entreprises ou des startups, c'est d'un point de vue aussi réglementaire. C'est aussi une question pour pouvoir s'adapter à la réglementation. Il y a eu la RGPD il y a 1 an et demi, 2 ans. Il y a en permanence aussi des réglementations environnementales où la collaboration, alors on en parlera, on qualifiera ce que c'est que le partenariat tout à l'heure, mais voilà, la collaboration est nécessaire pour se mettre à des standards, à des niveaux d'exigence, voilà, on a dit sanitaire, réglementaire, à niveau d'usage ou technologique. Donc finalement, on a les startups et les entreprises pour l'innovation et pour ne pas être à la traîne avec une société qui avance très vite, et en même temps les collectivités, les acteurs publics qui sont toujours là pour réguler. Vous parliez des trottinettes électriques qu'on a retrouvées partout sur les trottoirs de certaines villes. Voilà, donc c'est effectivement très complémentaire. Vous, comment est-ce que vous les amenez à se rapprocher finalement? Est-ce que ce sont des acteurs qui autrement, sans facilitateur, ne parviennent pas à communiquer, les startups et les territoires? On essaye par tout moyen de le faire, et c'est bien. Alors là vous me parlez au nom d'Open Tourism Lab. Oui. C'est notre, on va dire que c'est notre ADN, c'est d'avoir. Alors aujourd'hui, je le précise pour ceux qui ne le savent pas, nous, on ne fait pas que de l'accompagnement, comme vous disiez, de start-up. Donc on accompagne à la fois des territoires, aussi dans des grands groupes, dans leur démarche de créativité, d'innovation, et c'est créer évidemment ces temps de rencontres. Alors parfois c'est pas que de la rencontre, parce qu'avant de faire rencontrer, il faut connaître la problématique. Donc c'est pour ça qu'on dit accompagner les territoires, c'est amener à comprendre les problématiques des territoires. Dans le jargon on appelle ça les insights, mais donc de pouvoir passer dans ce process donc d'idéation de projet, et à un moment où on trouve que le sujet de la problématique, on arrivait à définir un concept clair, et quand ce concept est clair, on crée la rencontre du coup avec la start-up. Mais passer par contre de la problématique à quelque chose qui devient clair, formalisé, verbalisé, voilà. En tout cas aujourd'hui on va dire que c'est notre job, et de pouvoir donc au bon moment, avec les bonnes personnes, créer la rencontre du projet. Et du projet qui doit après se co-développer. Et si besoin, on est là. Et sinon, après, le mariage se fait entre la start-up, l'entreprise et le territoire. Très bien, merci. Alors justement, vous en parliez tout à l'heure, parmi les grands changements auxquels les territoires doivent s'adapter, il y a ce passage de l'économie de la vente à une économie de l'usage, de la fonctionnalité. Et aujourd'hui, un grand groupe comme Decathlon travaille sur ces sujets en proposant notamment de la location de produits de trekking à des particuliers, mais aussi à des offices de tourisme. Alors, Karim Zamesiati, vous êtes, je le disais, chef de produit outdoor pour Decathlon. Et donc, vous avez participé à ce projet en lien avec des acteurs de votre territoire, donc à Passy, en Haute-Savoie, avec les offices de tourisme et aussi avec une start-up qui s'appelle Lizzy. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire en quoi consiste cette offre et comment vous l'avez mise en place? Avec plaisir. Tout d'abord, ça a commencé, je dirais, comme toujours, avec le retour. Et ça part souvent de là. Et on a eu, à travers un exercice autour du bâtiment. Je crois qu'on ne vous entend pas très bien. On va peut-être faire une petite pause d'1 minute, excusez-moi, parce que nous, ici, on a un mauvais retour, en tout cas. Bon, en tout cas, je vais profiter pour meubler. Non, je rigole. Mais si j'avais, c'était intéressant parce que Emmanuel disait il faut réussir à trouver l'adéquation entre les acteurs privés de l'innovation, les startups et les acteurs institutionnels. C'est vrai qu'il y a un éloignement de structurel entre la rapidité de la startup, la lourdeur administrative parfois de l'acteur institutionnel qui éloigne. Et du coup, c'est vrai que pour nous,
petites jeunes entreprises dynamiques, on a envie d'aller vite, on a envie de trouver la bonne solution. Et il y a plein de pièges en fait. Il y a plein de pièges pour nous, il y a des pièges aussi pour les acteurs institutionnels. Et ce qui est hyper important, c'est d'éviter ces pièges. Et pour ça, il faut des acteurs intermédiaires, il faut des acteurs qui ont créé du lien. C'est vrai que l'Open Tourism Lab, sur ce type d'action, permet justement d'arrondir et d'avoir des dynamiques qui se ressemblent, quoi. Donc c'est vrai que c'est une vraie force aujourd'hui de pouvoir compter sur des acteurs comme ça, intermédiaires. Et donc, moi, je peux que voilà, recommander effectivement ce type de collaboration, d'autant plus lorsqu'on doit chercher à valider des hypothèses d'innovation. C'est vrai que c'est difficile de tenter des choses. Quand on est institutionnel, on a un devoir, on a une responsabilité de succès d'une certaine manière. Et les startups, elles ont envie de tester des choses. Donc, il faut réussir à mesurer le risque et à déployer dans des conditions optimales. Donc ça, c'est vraiment un très bon levier déjà pour valider des concepts, quoi. Alors c'est vrai que ça, en plus, ce sont des enjeux, je pense, qui se posent particulièrement pour les startups, parce que vous avez un équilibre parfois financier qui est précaire. Pour des grands groupes, ça peut être plus facile. Alors je ne sais pas si Karim est avec nous maintenant. Non, toujours pas. D'accord. Désolé, on reviendra du coup avec vous tout à l'heure. Alors peut-être qu'on va faire un petit détour, qu'on va continuer. Ouais. Bah, en tout cas, le sujet que tu dis, la différence entre effectivement le grand groupe et la start-up, déjà, c'est la vision qu'a l'institutionnel. Hein, quand un territoire, une région, un département discute avec Decathlon, je pense qu'il n'y a pas le même rapport de force et les mêmes attentes que quand il parle à une start-up dont il ne connaissait pas le nom avant-hier. Ça veut aussi dire que le produit qui va être proposé par l'acteur privé a déjà été plus ou moins testé, ou en tout cas on va lui faire confiance et on va aller dans ce sens. Alors que quand c'est une jeune entreprise, avec un modèle en construction, avec une proposition de valeur en construction, c'est vrai qu'il va y avoir un rapport de force qui peut aiguiller le produit que vend la start-up ou que vend l'entreprise privée innovante, qui va être détourné ou en tout cas adapté pour le contexte d'un acteur institutionnel. Donc c'est vrai que ça, c'est une vraie différence. Et moi, c'est un grand point de vigilance que j'adresse aux start-up, qui est de ne pas tomber dans le piège de justement concevoir un produit en partenariat avec un acteur institutionnel exclusivement pour un seul territoire. Il faut vraiment apporter de la diversité dans la relation. J'avance un petit peu, j'ai des slides, mais on va en reparler. Et c'est vrai que c'est important toujours d'imaginer son produit quand on monte un partenariat avec des acteurs institutionnels dans la perspective de la déployer sur plusieurs territoires, dans plusieurs contextes, pour s'assurer que les choix que l'on fait de modèles économiques, de produits, de méthodes de déploiement, d'intégration soient pérennes et sur lesquels on peut vraiment développer une entreprise. Ce qui n'est pas toujours le cas sur certains modes de collaboration. Je pense au hackathon, par exemple. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous avez sûrement dû en faire quelques-uns en tant que start-up. Ouais, mais pas toujours sur des modèles reproductibles. Il faut la diversité. C'est-à-dire qu'à un hackathon, on se retrouve à un hackathon, mais ça peut prendre plein d'autres noms. Hein. C'est un des termes, mais c'est vrai que quand c'est à l'initiative d'un département, par exemple, où il y a un sujet imposé, un cadre imposé, une attente imposée, c'est séduisant pour la start-up d'y aller parce que c'est de la visibilité facile, j'entends, mais pour autant, le livrable on va restituer, peu probable qu'on puisse s'appuyer dessus pour développer l'entreprise. Je dis ça, j'exagère forcément un petit peu, hein, y a quand même, ça apporte de la notoriété, ça c'est sûr, et ça peut donner des opportunités, mais c'est vrai que c'est important de le faire dans un contexte sécurisant. Et il y a hackathon et hackathon. Il y en a qui ont des objectifs clairs de déploiement derrière. On sait que la destination qu'il a organisée, l'acteur public, a prévu un budget, a prévu une stratégie. Ça fait partie de son carnet de route. Et puis il y a l'autre territoire qui fait exactement la même chose et qui fait un hackathon parce qu'on lui a dit de faire un hackathon, de montrer qu'on fait de l'innovation. Et alors là, c'est pas du tout la même chose au final derrière. Il faut être très vigilant vis-à-vis de ça, quoi. C'est pour ça qu'à chaque fois, il faut qualifier la collaboration. Il y a des territoires qui sont prêts à dire ok, moi je prends j'allais dire le risque, mais en tout cas, je prends la posture pour vouloir tester et rentrer dans ces phases qui peuvent être assez longues. Et il y en a d'autres qui disent j'ai pas le temps, il me faut la solution toute prête, est-ce que ça existe ou pas sur le marché, etc. Donc bien qualifier la relation qu'il peut y avoir entre une start-up et un territoire est important pour savoir ce que chacun attend. Je veux aller vite ou je suis prêt à avoir ces temps-là
voilà, dans le jargon de POC, de MVP, etc. Mais donc il y a des itérations, donc il faut mettre en place un process, quoi. Très bien, merci à tous les deux. Alors je vois que ça fonctionne de nouveau pour Karim. Donc on va pouvoir revenir sur votre test. Un premier test donc, sur cette offre de produits, de location de produits de trekking a été mis en place il y a 2 ans. L'expérience a été renouvelée l'été dernier, je crois. Donc est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu en quoi consistait cette offre? Tout à fait. Alors est-ce que vous m'entendez bien? J'espère cette fois-ci, je vais parler fort et proche du micro. En fait, déjà d'une initiative au tout départ qui est sur notre empreinte locale en fait du bâtiment dans lequel on vit et dans lequel en fait quand vous venez en fait on travaille tous un qui s'appelle le dedans, il y a la conception mais il y a l'intérieur. Et nous en plus du bâtiment, empreinte un type local qui aurait. C'est là où naturellement. Oui. De bouger. Ouais, je suis désolée Karim, alors peut-être qu'il faut être très immobile. Ça marche au début. C'est un peu saccadé, ouais, désolée, c'est les aléas du direct et de la visio. Oui, peut-être qu'il faut rester très immobile, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des tips, vous qui faites souvent des visios J'ai l'impression que le micro est un peu sensible, donc Karim, si possible, si tu peux rester... je vais essayer de rester stoïque. C'est super, ça marche là, super bien. Bon courage. Bon. Je vais essayer alors. Il met trop d'énergie. Je disais, c'est que c'est un peu ça en plus. Ce que je vous disais, c'est parti en fait d'une locale du bâtiment, ce qui nous a permis aussi de voir quels étaient les acteurs en fait, qui pouvaient intégrer notre bâtiment. Et là, on s'est rendu compte des différents acteurs, dont le qui a intégré. Je suis vraiment désolée, ça coupe beaucoup. On va peut-être essayer de revenir sur cette expérience à la fin. En tout cas, en plus, je suis vraiment désolée pour vous parce que c'est une expérience qui est passionnante et qui montre à quel point on peut réussir à travailler en collaboration très vertueuse. Mais Swen, toi qui l'as écouté avant, tu peux peut-être nous en dire plus. Je peux vous en dire quand même quelques mots. Et Karim, si on peut résoudre ce problème technique, vous reviendrez. Vous faites des signes de tête quand elle dit vrai ou quand elle dit faux. Oui, ouais. C'est ça. Non, ouais, mais c'est vrai que l'idée, moi, une des questions que je vous ai posées quand on en a parlé ensemble, c'était de savoir quel est finalement l'intérêt pour Decathlon de proposer ce type d'offre. Et en fait, Decathlon s'est aperçu qu'il y avait vraiment une demande de ses utilisateurs, des sportifs, d'avoir ce type de produit à disposition. Parce qu'en plus, quand vous n'avez jamais fait de trekking, peut-être que vous n'avez pas tout de suite envie d'acheter tout le matériel, que vous avez envie de pouvoir le tester. Ah, il dit non. Je pense que ce n'est pas à moi que ça s'adresse. Non, Soen, non. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que Decathlon a travaillé en partenariat avec l'Office de tourisme de Passy, qui fait partie, qui a intégré les mêmes locaux qu'eux, donc ils sont tous au même endroit. Ils sont dans le laboratoire, je crois, d'études Quechua, ouais. Voilà, exactement. À Passy, ouais, exact. C'est ça. Et donc, cette opération a été vraiment un grand succès. Voilà, donc peut-être qu'il nous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. On les connaît bien parce qu'on est aussi client de Passy, l'Office de tourisme, l'entreprise de Hub. Donc c'est pour ça que je connais du coup les locaux. Qu'est-ce que vous faites du coup on aide les offices du tourisme à bien dialoguer avec leurs socioprofessionnels, donc avec les hébergeurs, les restaurateurs, les prestataires d'activités. L'idée c'est de faciliter le travail de remontée d'informations, de savoir quelles sont les activités qu'ils proposent, à quel prix, quelles sont les photos associées. Donc on facilite tous les échanges en fait qu'il y a entre les offices du tourisme et les sociopros. Voilà. Alors peut-être cela dit que la question que j'avais prévue pour Karim va vous intéresser parce que ce faisant, Decathlon se positionne comme un acteur local. C'est ça qui est intéressant. Donc il y a un peu un renversement là, de mindset. Et donc notre proposition de départ sur ce retour d'expérience qui était pourquoi les territoires ont besoin des startups et des entreprises peut aussi devenir pourquoi les startups ont besoin des territoires, pourquoi les entreprises ont besoin des territoires pour adapter aussi leurs produits. Finalement, c'est... Oui, alors sur le sujet d'intégration, il y a une chose qui est claire, c'est que le marché du tourisme et des socioprofessionnels est très vaste et surtout diversifié. Vous ne parlez pas de la même manière à un guide de kayak qu'à un responsable d'un hôtel 3 étoiles en bord de mer. C'est vraiment des acteurs très éloignés, très différents. Donc il y a une nécessité quand on veut déployer de l'innovation auprès de ces gens-là, eh bien de savoir leur parler, de savoir entrer en contact avec eux, de savoir animer la formation, animer la transition numérique. Et c'est vrai que la force des acteurs institutionnels, publics, c'est justement de jouer ce rôle d'intermédiaire. Il est difficile pour une entreprise innovante d'être à la fois performante sur l'aspect technologique, sur l'aspect service, et aussi
performante sur l'aspect formation, pédagogie, d'autant plus quand on sait que le territoire il est hétérogène et complexe d'accès. Donc moi je vois vraiment un énorme potentiel dans le travail entre les acteurs publics et les acteurs privés dans justement cette stratégie d'intégration de déploiement. Donc c'est vraiment ça la force et je pense qu'il faut pouvoir s'appuyer sur ce type de réseau. C'est certainement aussi pour ça on fait parler Karim à sa place au nom de Decathlon. Je ne pensais pas aller jusque-là, mais je pense que c'est aussi pour un acteur, un grand groupe intéressant de jouer cette carte locale, de jouer cette carte institutionnelle publique pour faciliter en fait l'adhésion et la mise en place de ce type de technologie. Donc ça c'est une vraie richesse et je pense que c'est ce qu'il faut retenir de cet échange, quoi. Alors du coup, vous m'offrez une transition parfaite puisque vous, finalement, vous êtes partisan de partenariats public-privé au pluriel. Donc vous dites plus on est de fous, plus on rit, ou en tout cas plus on est compétent et efficace. Donc il faut dans ces partenariats pas seulement des grands groupes comme Decathlon avec une collectivité, mais au contraire impliquer le plus d'acteurs possible. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Je crois que vous aviez résumé ça en images. J'ai appuyé 2 fois, forcément, je vais appuyer sur le retour en arrière où la régie va le faire pour moi. Logiquement, s'il y a un Superman sur l'écran, c'est bon signe. Yes, le pouvoir des S. Ouais, en fait, oui, donc le S, on pourrait dire comme start-up, comme super pouvoir, c'est ce qu'on a, en tout cas c'est l'image qui a été véhiculée notamment par ces start-up américaines qui ont transformé le marché, que ce soit Uber, que ce soit Airbnb. C'est vrai que ça a généré à la fois de la nouveauté mais de la crainte, surtout pour le secteur public qui se dit moi je deviens quoi demain. Donc c'est vrai qu'on a cette histoire là. Donc quand on arrive avec le S là et nos super pouvoirs, c'est pas forcément légitime et favorable pour faire des partenariats. Donc il a fallu casser un peu ça et au final ici le S c'est pas vraiment la notion de super pouvoir. Ce que je veux mettre en avant c'est l'importance justement de mêler dans le partenariat public-privé le public avec un S et les privés avec un S. Je l'ai déjà un peu amorcé la discussion en disant que ne faites pas de l'innovation pour un seul territoire, essayez d'impliquer une région, un département, un office du tourisme, des sociopros, des écoles, des labos quand c'est possible. L'open innovation, c'est un super bon levier pour le faire. Nous, on le teste actuellement avec un projet qui s'appelle Veille Tourisme, qui est porté par ADN Tourisme à l'échelle nationale. On a plus de 20 territoires qui sont partenaires partout en France. Et au moins, je suis sûr que ce que je vais imaginer avec ma société dans ce contexte-là sera forcément reproductible ailleurs. Et privé avec un S, quand on est une seule société privée qui fournit un service pour un acteur institutionnel, c'est pas bon non plus, parce qu'en fait on génère un risque qui est de rendre dépendant le territoire de cette solution. Et une dépendance technologique, c'est hyper sensible, parce que dans plusieurs années, si vous avez choisi une technologie qui n'est pas communicante, qui ne favorise pas le partage vertueux de la donnée, par exemple, vous avez pris ce risque-là. Donc il faut aussi, dès le départ, je me mets à la place des acteurs publics, essayer au maximum d'impliquer plusieurs startups, plusieurs entreprises privées pour justement créer cette diversité et s'assurer qu'on est sur un terreau fertile. Et ça, c'est des choses qui sont favorisées par mon entreprise, DAHUB, mais c'est favorisé par les accélérateurs sur les territoires. On a tous cette vocation-là. Donc le super pouvoir, c'est de mettre tout le monde autour de la table et de s'appuyer sur ça pour créer l'innovation vertueuse qui va marcher non pas que sur un POC, une preuve de concept, mais qui va aussi vivre dans le temps, vivre durablement. Parce qu'on sait, les acteurs institutionnels, ça prend du temps. Les sociopros à changer de pratique, mais comme vous et moi, ça prend du temps. Le changement, c'est dur. Il faut donc pas juste tenter un truc et mettre beaucoup d'énergie pendant 1 mois pour lancer un projet et dire ouais, c'est bon, ça marche. Derrière, il y a tout le travail de faire en sorte que dans 3 ans, ça marche encore et que ça grandisse en fait de lui-même. Mais alors voilà. Justement, s'il y a beaucoup d'acteurs, est-ce que c'est pas plus compliqué de garder une cohérence sur de la durée, surtout avec des startups qui parfois peuvent avoir une durée de vie limitée? Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel Bobin? Vous, les acteurs publics avec lesquels vous travaillez, est-ce que justement ils sont partisans aussi de recourir à plusieurs startups dans un même partenariat, ou est-ce qu'ils préfèrent se référer à des groupes de confiance très installés? Il y a des cas différents, mais nous, en tout cas, comme dit Damien, moi je préconise qu'on soit plusieurs. Il y a une vraie intelligence collective. Parce que moi, derrière le mot partenariat,
pour moi, il y a trois choses importantes. Il y a cette intelligence collective, parce qu'on doit répondre à des enjeux souvent qui sont complexes. Et la réponse, que ce soit du développement technologique ou du développement de nouveaux services, elle ne doit pas dépendre que d'un seul acteur. Ensuite, quand on est sur ce type de partenariat, il faut oser le risque, il faut oser aller vers l'inconnu parfois. Donc il faut avoir cette énergie, cette force de conviction. Donc là, moi, je suis en train de donner un peu les clés pour lancer ça. Et puis, derrière, c'est clair qu'il faut la posture aussi. Donc cette posture-là, justement, d'accepter le droit à l'erreur, le droit à l'itération, comme vous dites, et je ne suis pas là à dire que c'est un chemin de croix, hein. Au contraire, c'est passionnant. Nous, on vit des histoires extraordinaires quand on suit ça. Mais c'est clair que oui, il faut avoir cette posture-là dès le départ, d'être dans la collaboration, la bienveillance. Mais puis, il faut accepter aussi, et je veux le dire même vis-à-vis de Damien, des startups qu'on accompagne, c'est moins le cas, mais aujourd'hui, qu'il y a peut-être 2 ans, souvent aussi il y avait des abus. On disait on va utiliser une start-up parce que c'est sympa, la start-up elle va travailler gratos pour nous. Moi j'ai essayé justement, souvent on se positionnait en termes de garant, parce que derrière, je pense que Damien il me dira, je pense qu'il ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. À un moment on peut s'engager, en faire beaucoup, un investissement fort en termes de matière grise, d'intelligence collective, mais globalement après il y a un deal quelque part, hein. Il faut qu'il y ait un retour sur investissement, et c'est ça qui est intéressant dans un partenariat, mais ça demande évidemment, comme je disais, de l'énergie, de la matière grise, parce qu'il faut tout inventer. Il faut inventer parfois des business models quand on est sur du collectif et quand on n'est pas entre guillemets à distribuer sa propre solution. Voilà, donc mais au final, ça finit quand même, il faut bien qu'il y ait un accord. Voilà. Je vais rebondir concrètement sur un exemple, parce qu'on a dit retour d'expérience, et ça me fait un flash quand je t'entends dire ça, le modèle économique qui doit s'adapter. Je donne l'exemple de DAHUB. Nous, on vend une solution SaaS sous forme d'abonnement, une licence pour accéder à la plateforme qui coûte un certain montant en fonction de la taille du territoire. Le jour où on a discuté avec la région Sud, qui aujourd'hui maintenant est client et a un plan de déploiement à raison de 10 offices de tourisme par an pour les solutions DAHUB sur son territoire, c'est très éloigné entre vendre des licences à des offices de tourisme et ensuite dire à la région de prendre une licence globale ou d'imaginer. Ça ne marche pas, en fait. On s'est vite rendu compte que ce modèle-là, la région ne pouvait pas se positionner de cette manière-là. Donc, il y avait une adéquation à faire entre la manière dont nous, on vendait notre service normalement et le deal qu'on pouvait passer avec un échelon supérieur qui était la région. Je m'adresse aux startups éventuelles qui vont voir ça, ou les autres territoires qui le savent déjà. On a dû, du coup, orienter ça plutôt, orienter ça, je dis ça, le marché public qui a été annoncé à déterminer les règles, dans le sens où ils étaient prêts à accompagner le déploiement, mais pas à prendre en charge la licence en elle-même. Et ça, c'est une chose que quand on répond à un appel d'offres, parce que c'est quand même comme ça que ça finit au final, si on n'est pas préparé, si on n'est pas accompagné, c'est pas le modèle économique qu'on va retenir, parce que c'est pas un réflexe en fait de penser comme ça avant de l'avoir vécu une première fois. Donc c'est vrai que c'est pas anodin, il faut préparer, travailler avec les acteurs institutionnels, ça nécessite pour les entreprises privées de revoir leur modèle. Mais en fait c'est vrai tout le temps, toute start-up revoit son modèle régulièrement. Et pour travailler avec les acteurs institutionnels, les acteurs publics, il faut aussi le revoir et il faut savoir comprendre ces gens-là. Et ça, c'est pour des sociétés qui n'ont pas l'habitude de travailler dans le secteur institutionnel, c'est un vrai un mur qui se prenne. Et c'est un mur que j'espère être réduit par cette intervention, par l'émission de Emmanuel avec l'Open Tourist Lab et toute son équipe, parce que c'est important justement d'anticiper et pas qu'ils se prennent le mur, quoi. En tout cas, voilà. Tout à fait. C'est un petit message, un petit témoignage sur le sujet. Alors, vous faites aussi partie du collectif Relance Tourisme, dont l'objectif est justement d'accompagner les entreprises et les offices de tourisme à se relancer de la meilleure manière possible en ces temps de crise. Et ce collectif montre bien l'intérêt de se réunir justement entre acteurs privés pour réfléchir à ces modèles, pour réfléchir à ces façons de collaborer avec des acteurs publics et d'autres acteurs privés. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Ouais, c'est clair. Ce collectif Relance Tourisme, il a été lancé l'été dernier. Vraiment, c'était voilà, dans le contexte de crise sanitaire. On a senti qu'il y avait un besoin de se réunir au niveau des sociétés, on va dire, de services ou de technologies dédiées au tourisme pour plein de raisons. La première, c'est qu'on voyait bien que notre marché était en train était en stagne, enfin était complètement bloqué. Il fallait préparer la reprise et on s'est dit, pour réussir ça, et plus facilement on va rendre intelligibles nos solutions, plus facilement on va créer de la dynamique, de la communication sur nos actions, ce qu'on est capable de faire, le retour sur investissement de nos outils auprès des socioprofessionnels, plus le secteur va repartir. Donc c'était cette envie de se réunir à une échelle nationale, sans frontières géographiques, sans frontières, super, sans frontières, on va dire, publiques. C'est aussi ça l'enjeu. Donc ce collectif, il émane de ça. Hein. Il vient en complément de ce qui peut se faire dans les accélérateurs en France. Il faut savoir que les accélérateurs vont vraiment détecter des pépites et les déployer, les accélérer. Elles ont une capacité d'accueil limitée. Hein. C'est exceptionnel ce qu'on fait avec l'Open Tourist Lab. Je l'ai vécu il y a 1 an. C'est énorme, mais on ne peut pas faire ça avec toutes les entreprises. Et après, il y a une histoire qui doit se passer après. Il y a des entreprises qui ont des services matures, qui ont marché à des endroits et qu'il faut pouvoir implanter à d'autres endroits. Et donc tout ça, il faut réussir à créer une cinétique. Et on l'a dit tout à l'heure, l'acteur institutionnel a une place importante dans ces déploiements, dans ces intégrations. Et ben, ce collectif, il essaie de réunir justement de manière intelligente les acteurs de l'innovation dans le secteur privé, les acteurs institutionnels qui sont passionnés et qui ont envie de mettre en avant ces innovations sur leur territoire, et des accélérateurs qui sont aussi là dans la partie, qui sont un vivier aussi d'innovation. Et j'oublie le plus important, je suis terrible, c'est les entreprises touristiques directement, parce que c'est eux aussi. Alors peut-être pas, on va peut-être pas travailler avec chaque hôtelier ou le responsable du gîte, même si j'adorerais, je les appelle des fois pour tester mes idées, pour voir si ça marche, parce qu'il faut qu'on ait un pied dans le terrain. Mais je peux pas appeler tous les 240 000 entreprises touristiques en France, c'est pas possible. Donc cette association, elle pourra pas non plus le faire très, très certainement. Mais par contre, on sait qu'il y a des syndicats, on sait qu'il y a d'autres associations. J'étais au téléphone avec Oxygène, qui est en Occitanie, en Hérault, qui regroupe les prestataires du nautisme, qui m'a appelé, qui m'a dit Relance Tourisme, c'est génial, vous regroupez de l'innovation comme ça à l'échelle nationale, on pourrait, moi j'ai un travail de veille à faire de l'innovation, est-ce qu'on ne peut pas coopérer? Donc je crois beaucoup dans le fait que ce collectif Relance Tourisme puisse justement répondre à cet enjeu de veille, d'animation et de créer un climat de confiance, entre tous ces acteurs. Voilà. C'est peut-être un peu utopique, en tout cas j'y passe beaucoup de temps et je serais ravi d'inviter les gens qui voient ici, qui sont start-upers et qui veulent rejoindre, ou start-upers ou pas, hein, entreprises établies, ça marche aussi, qui veulent nous rejoindre, ou les acteurs institutionnels qui veulent faire appel au collectif Relance Tourisme. On a plein de choses à proposer. Alors, quand on parle d'innovation, on pense forcément à la data, aux données. Et donc, justement, vous, c'est un peu votre cheval de bataille chez DAHUB. Concrètement, et j'imagine que vous en parlez beaucoup au sein de ce collectif, à la fois du partage des données, de leur gestion intelligente, si on devait essayer d'expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est finalement, en quoi ça peut aider à la relance du tourisme, par exemple. Alors ça, c'est vrai que les journalistes adorent, on parle de big data, de données, comment on peut faciliter. C'est voilà. Et c'est vrai. Donc, mais en même concrètement, comment plusieurs offices de tourisme peuvent mettre en commun leurs données, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner? Alors c'est un long sujet, je vais essayer d'être très synthétique. C'est vrai que le secteur institutionnel a structuré ces données, notamment l'émanation nationale qui est le data tourisme porté par la DGE et ADN Tourisme, aujourd'hui permet d'accéder à un certain nombre d'informations. En réalité, ce qui est très important, et je milite pour ça, c'est que les socioprofessionnels doivent être intégrés dans la démarche de production de la donnée, de gestion de la donnée. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et Data Tourisme est trop éloigné de ces gens-là pour réussir ce pari. Donc nous, chez DAHUB, on a imaginé une approche qui part de ce socio-professionnel. Et la régie va mettre une vidéo qui va permettre d'illustrer ça. C'est une marketplace. Je vais devoir me tourner pour voir la vidéo quand elle va se lancer. C'est une marketplace où justement destinée aux socio-professionnels pour les aider dans cette démarche de data et de nouveaux services, de nouveaux usages. Donc là, si on prend l'hôtel Saint-Georges ici, la plateforme va devoir faire un pré-diagnostic pour établir les données diffusées, la qualité de celles-ci. Ensuite, on va essayer d'identifier les outils, souvent par défaut qu'ils utilisent, du Facebook, du Booking, du Get Your Guide, du TripAdvisor, pour déjà connaître
leurs outils du quotidien. Et à partir de là, quand on connaît bien leurs outils, on va aller lui faire découvrir de nouveaux services, les fameuses innovations, les entreprises dont on parle depuis tout à l'heure, dans un espace où on va retrouver toutes ces plateformes, tous ces services innovants qui sont imbriqués les uns avec les autres. On voit ici Emmène ton chien ou Spotyride qui vont regrouper à la fois donner de la visibilité sur des segments des clients affinitaires, et pour chacune de ces plateformes, on va centraliser les informations clés qu'il faut savoir sur ces services. L'idée, c'est de convaincre, d'aider à convaincre et à rassurer le sociopro, le professionnel du tourisme, sur l'intérêt d'utiliser, par exemple ici, Emmène ton chien, pour être plus performant auprès des 18 millions de Français qui partent en voyage avec leur chien. C'est une petite histoire marrante, mais c'est un peu le sujet. Et moi, je crois beaucoup qu'aujourd'hui, il faut impliquer ces sociopros de cette manière-là, avec un outil où ils sont intégrés et où ils peuvent eux-mêmes prendre des décisions. Et je pense aussi que l'acteur institutionnel public est là pour animer, pour déployer, pour faire en sorte que les gens l'utilisent, en prennent connaissance. Et je vais finir, ça fait un peu long, mais sur la partie data, un constat qu'on fait dans le collectif, c'est qu'aujourd'hui, le coût d'acquisition d'un nouveau client, d'un nouveau professionnel du tourisme sur un service numérique, il est très élevé. Certains évoquent 400 à 500 euros le coût d'acquisition d'un professionnel du tourisme. Vous imaginez 400 euros pour avoir un nouveau client, c'est extrêmement cher. Un des leviers, du coup, c'est de réduire ce coût d'acquisition. La data peut jouer un rôle là-dessus, en tout cas j'en suis convaincu, ne serait-ce que pour limiter les frictions à la création, au test. Quand on teste un nouveau service, on doit ressaisir une quantité d'informations qu'on a déjà saisies par ailleurs. Et pourquoi justement on ne viendrait pas à partager certaines informations? Donc ça peut être des trucs tout bêtes, hein, la géolocalisation, les horaires d'ouverture, les photos, les prix, la disponibilité. La disponibilité, c'est majeur, et aujourd'hui elle n'est pas assez bien partagée. Eh bien, on essaie de trouver des moyens de partager cette donnée pour que ça soit vertueux. Et le frein principal, je vous le donne dans le mille, c'est la confiance. Les gens ont peur de partager cette donnée parce que c'est la richesse des startups, en fait, c'est la richesse des entreprises privées, c'est la richesse d'un hôtel aussi de connaître les transactions qu'elle opère tous les jours. Pourquoi elle accepterait de la partager? C'est une question il y a une question de gouvernance et de confiance énorme. Alors moi, je ne peux pas tout changer, mais je vais essayer déjà de créer un climat de confiance entre les entreprises technologiques et numériques dédiées au tourisme. Ça, c'est mon engagement que je prends avec DAHUB et Relance Tourisme. Et puis, je vais essayer d'utiliser ça pour convaincre et donner de la confiance auprès des socioprofessionnels, et qu'on arrive à partager en France, avec la souveraineté nationale de la donnée, avant que ce soit plutôt les Américains qui ont la donnée en premier, et qu'on arrive derrière et qu'on rachète l'information à prix d'or à du Google et à du TripAdvisor. Je le fais avec DAHUB, j'en peux plus de payer des factures à Google. Donc, allons-y et faisons bouger les choses. Voilà un enjeu de la collaboration entre les territoires et les entreprises. C'est redonner aussi, se réapproprier de la valeur. Tout à fait. Alors, j'en profite pour redonner la parole à Karim, parce que là, on parlait de climat de confiance. Donc, on le disait, votre expérience avec Decathlon est un bel exemple. Est-ce que vous m'entendez bien, Karim ? Ben moi, je vous entends toujours bien, mais je crois que c'est de votre côté qu'il y avait des soucis. Non, mais là, c'est parfait, c'est limpide. Donc, on va revenir un petit peu en arrière. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quelles conditions a été mis en place ce test de location de produits de trekking ? Absolument. Du coup, je vais raccourcir ce que je voulais vous dire. C'est dans un climat assez simple, qui part toujours en fait des utilisateurs. C'est des remontées vraiment qu'on a eues de beaucoup de sportifs, de clients, qui nous ont remonté qu'en fait, ils avaient envie de passer à autre chose et qu'ils attendaient quelque chose de différent par rapport à la montagne, par rapport surtout à Decathlon, de sa mise à disposition en fait de ses produits. Et là, on est tout simplement plus dans la possession. Et les premières insights, c'était, nous, les 3/4 du temps, en fait, notre tente, elle reste dans le garage où elle est très peu active. Et du coup, ces remontées-là ont commencé à s'agréger de plein d'insights différents, ce qui nous a fait pris conscience un petit peu que nous aussi, on devait évoluer. La seule chose, c'est que, vous le savez, on est plutôt dans une grosse entreprise, et la réactivité, parfois, elle peut nous manquer. On en a beaucoup, en fait, dans les présentations, etc. Mais des fois, pour aller très vite, et qu'on veut, la plupart du tout inclure, tout être inclusif, en fait, c'est plutôt un frein, en fait, à l'innovation et à aller vite. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher, en fait, un partenaire vraiment externe, donc plutôt une start-up qui s'appelle Lizzy,
Et comme toujours, c'est plutôt des belles rencontres qui font qu'en fait les choses sont possibles. Et c'est ça aussi que je voulais souligner aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, que ça soit de l'institution, que ça soit du privé, de la start-up, c'est aussi des rencontres entre les gens qui veulent aussi accélérer et travailler ensemble. Et pour le coup, nous, ça a été vraiment le cas, ça a été une belle rencontre. Et rapidement, en fait, on a pu se rendre compte qu'on allait être complémentaires. Tout simplement parce que la start-up allait nous permettre d'accélérer très très fort sur son cœur de métier, qui était d'accompagner pour le coup des entreprises sur la location, avec tout son background, toute sa data, on en parlait un instant, parce que là aussi c'est une entreprise sous un format SaaS, dont son cœur nucléaire, c'est vraiment la data. Et nous, là-dessus, il nous faudrait des années et des années pour acquérir en fait toutes ces datas-là, aller vite et proposer un service, surtout non pas un service, mais un service qui correspond aux attentes des clients et des utilisateurs. Et c'est comme ça que rapidement, on a mis en place une offre qui nous a permis d'être assez réactifs et de pouvoir proposer ça. Maintenant, il y a 2 ans, à l'été, et pouvoir réaliser des premières locations et rendre disponibles nos produits différemment. Oui, c'est ça. Parce qu'effectivement, finalement, avant d'être membre d'une entreprise privée ou d'une institution, je pense qu'on est toutes et tous des citoyens et qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a un impératif au changement. C'est un peu de ça dont on avait parlé. C'est vrai que, voilà, c'est... justement, vous, est-ce que malgré tout, derrière ces bons sentiments, est-ce qu'il y a un intérêt économique pour Decathlon à se positionner sur ce type de segment ? Est-ce que c'est juste une question d'image ? Est-ce que vous allez développer d'autres offres de ce type autour de la location ? Alors, c'est évidemment une bonne question et évidemment une question hyper légitime, surtout vis-à-vis d'un gros groupe comme Decathlon. Là, aujourd'hui, moi, je porte pas la parole de Decathlon. Je parle plutôt du test qu'on a mené. J'ai vu Damien qui hochait la tête sur économiquement, ça nous intéresse ou pas. Mais bien sûr, bien sûr. Mais ça doit pas effacer tout le reste, en fait. C'est que derrière tout ça, en fait, sur Forclaz, on est à peu près 80 personnes. C'est aussi 80 personnes qui ont conscience du monde dans lequel on vit, qui ont également des enfants, qui ont envie, en fait, que la planète soit mieux qu'avant. Ça s'inscrit vraiment là-dedans, ça part toujours pareil d'une motivation, en fait, de personnes. Là, derrière, il y a aussi une mutation, en fait, du business aujourd'hui dans lequel, on vit tous. On se rend compte qu'en fait, le business d'avant, as usual, et les nouveaux business aujourd'hui, soit on est capable de prendre le mouvement, soit ça sera beaucoup plus difficile aujourd'hui. Et moi, je crois à une chose, en fait, c'est pas forcément à la mort d'un modèle économique par rapport à la naissance d'un autre. Je pense que c'est plus complexe que ça. Pourquoi ? Parce que si on prend une typologie comme le sport, il y a simplement des produits. Est-ce que louer ces chaussures de trekking, alors qu'on les utilise quasiment tous les 2 jours pour aller, je sais pas, se promener dans les bois, est-ce que ça a beaucoup de sens de les louer si on en a un usage régulier ? Pas sûr, alors que d'utiliser sa tente 2 fois par an, est-ce que c'est intéressant de l'acheter et de l'immobiliser dans le garage ? Peut-être moins. On en discutait ensemble. Aujourd'hui, je suis le parfait contre-exemple. Dans mon garage, il y a à peu près 6 vélos. Mes enfants qui ont 11 ans, ils ont encore leur petite trottinette à 4 roulettes. Donc, je suis loin d'être un exemple. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, moi, j'attends aussi qu'on ait d'autres propositions. Et ce que souhaite faire Forclaz, c'est en fait commencer à proposer des choses différentes. On peut maintenant ne pas forcément acheter son produit et pratiquer le trekking. Alors, comme il nous reste un tout petit peu de temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer de façon opérationnelle comment s'est mise en place la location de ces produits ? Je crois que vous êtes passé par les points relais et notamment le rôle qu'ont joué les offices de tourisme. Absolument. En fait, on a travaillé assez rapidement en se disant on va déjà être plutôt numérique dans un premier temps, 100% digital tout simplement parce que ça correspondait aussi à la demande de nos utilisateurs. Maintenant, quand on a dit tout ça, au début, on s'est dit on va livrer à domicile parce que c'est le plus simple, c'est ce que tout le monde veut. Ça, on a plutôt corrigé un peu. Et ça, grâce à la start-up, on peut aller vite et on peut corriger rapidement. On s'est aperçu qu'en fait, c'était plutôt les points relais qui offraient le plus en fait de plage horaire en fait à nos types de clients qui pour le coup étaient des gens plutôt actifs, donc pas forcément toujours à la maison. Donc ça, c'était important parce qu'on parlait du point économique. Livrer à domicile ou en point relais, vous le savez tous, c'est pas tout à fait le même coût. Donc du coup, voilà, ça c'est des éléments qui permettent aussi de rentrer un petit peu dans le business et de trouver en fait les clés d'une rentabilité. Parce que ce qu'on veut aussi, comme disait Damien tout à l'heure, c'est rendre des services durables. On cherche pas à faire un coup d'éclat et dire waouh, on a loué des produits de trekking. On veut que durablement, on offre ce service-là et que ça soit une alternative. Après, pourquoi les agences de tourisme sont une vraie opportunité ? C'est tout simplement parce que, par exemple, sur mon métier qui est plutôt concepteur de produits, on se rend compte qu'on devient plutôt des concepteurs d'expérience de plus en plus.
Et en fait, c'est pas le produit tout seul, c'est le produit replacé dans ce qu'on appelle l'UX, le CX, le jargon classique. Et ça prend toute sa dimension parce que maintenant, le produit qui peut être loué, on va le louer à qui et par quel intermédiaire? Et l'office de tourisme, peut être un bel intermédiaire parce que, à part l'office du tourisme, qui connaît mieux son maillage, son territoire? Et donc là, c'est vraiment ça qui est intéressant. C'est comme ça qu'on a commencer à rentrer en relation pour commencer à se dire est-ce que nous on peut proposer ce service de location, est-ce que ça serait intéressant pour vous, en se disant que c'est gagnant-gagnant. Nous on a un service qui fonctionne plutôt pas mal, on a une belle offre, on a une visibilité, une sécurité sur les produits, et vous avez la mise en relation avec les clients, voire avec les refuges, les territoires, et peut-être les tracés au sol, les parcours, et je pense qu'il y a quelque chose vraiment d'assez virtueux, et pour moi ça c'est du local gagnant. J'ai une petite question, Karim. Là, pour les chaussures, je vois. La tente, je vois. Le vélo, quand on commence à louer du vélo, si l'office le fait, elle va devoir aussi réparer la chaîne, mettre de l'huile, regonfler les pneus. Il va falloir. Quelle est l'implication en fait du partenaire qui va justement mettre à disposition ces équipements? C'est une très bonne question, Damien, parce que c'est bien ça le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si je prends juste Decathlon, et je ne parle même pas des offices de tourisme, rien pour l'instant. Même nous, aujourd'hui, on ne sait pas faire, en fait, à l'instant T. Réparer toutes nos tentes, réparer tous nos produits. Parce qu'en fait, on centralise ça dans des ateliers, mais aujourd'hui, le process n'est pas du tout un process, qui fonctionne et qui est automatisé et qui est industriel, si je peux prendre le terme qui est un peu trivial. Mais en tout cas, là-dessus, c'est la bonne question. Aujourd'hui, quand on a travaillé avec Lizzie, c'est parce qu'elle proposait un pack. C'est-à-dire, aussi bien je mets à disposition le produit online avec tout ce qui est, je dirais, front office, mais aussi le back office, qui n'est pas que de la data, qui était aussi, on entretient les produits, on nettoie en fait les sacs de couchage qui ont été utilisés avec un pressing, etc. Ce qui permet de remettre un service en état. Et je pense qu'aujourd'hui, une institution comme on disait tout à l'heure des offices de tourisme, je pense qu'elle doit être accompagnée là-dessus. Je ne suis pas sûr que ça soit son rôle de devoir nettoyer, réparer les produits. Ça veut dire qu'il y aura peut-être, comme vous le disiez tout à l'heure, peut-être plusieurs partenaires. Soit on a un partenaire qui est capable de faire l'ensemble en fait de cette chaîne en fait de valeur, soit il faudra qu'elle s'accompagne de d'autres partenaires pour qu'au final on ait un service un service complet, et que chacun soit sur son métier et sur sa valeur en fait, sur sa valeur ajoutée pour moi. Mais on voit que même pour Decathlon, c'est presque un nouveau métier finalement. Ça l'est complètement, même si la location elle a été faite, je dirais historiquement il y a eu quelques étapes dont on n'entend pas beaucoup parler, mais il y a déjà eu de la location chez Decathlon. Là on se rend compte qu'en fait c'est un autre métier. C'est un autre métier parce que ne serait-ce que entretenir un parc, ce n'est pas la même chose que de vendre un produit et entre guillemets espérer qu'il ne revienne jamais. Entretenir un parc, c'est aussi se poser les bonnes questions de c'est quoi la fin de vie en fait de nos produits. Et là, ça change tout en fait, parce que quand on loue un produit, on s'assure derrière de sa fin de vie, est-ce qu'on fait de l'upcycling, est-ce qu'on fait du don, est-ce qu'on fait toute autre chose, et ça pour nous, ça responsabilise encore plus sur développer des produits et produire des produits. Je vais être obligée de vous couper parce qu'on arrive à la fin de cette table ronde. Très rapidement, oui, Emmanuel très rapidement, Bobin. Non, mais un mot de conclusion. C'est très inspirant l'exemple que donne Karim. J'aurais juste rajouté, peut-être dans cette chaîne-là ou dans ce collectif-là, peut-être le rôle aussi des associations. Parce qu'on a parlé de grands groupes, de start-up, de territoires. Et souvent, les associations, ce sont eux qui sont un peu défricheurs. C'est des solutions alternatives, un peu underground, etc. Mais qui peuvent être vraiment refaire ressortir, parce que je pense tout ce qui est ressourcerie, etc., entretien. Voilà, le secteur aussi associatif et ne pas oublier, il faut que les territoires l'aient bien en tête, en tout cas dans ce genre de process. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si on a des questions-réponses, si on a le temps ou pas de les poser. Alors oui, pour Damien Catala, donc on a un membre du public qui nous dit que c'est une très belle initiative que celle du collectif Relance Tourisme. Pourquoi pas Relance Loisirs? Ça me fait sourire parce que Relance Tourisme, c'est connoté Covid et on ne veut pas être attaché à la relance, alors on va changer le nom. Et la réflexion du nom est importante. Alors on dit mais c'est la Travel Tech, il faut que ça s'appelle Travel Tech, en plus c'est moderne. Ou encore Laser Tech, il faut mettre leisure, le loisir. Là on parle de loisir et pas de tourisme. En fait, effectivement, il faut être inclusif, il faut réussir à trouver le bon mot, le bon terme.
Et je serais ravi que cette personne nous propose des prénoms et des noms pour cette association. Je ne vous cache pas, c'est encore en cours de réflexion. Les statuts sont en train d'être déposés. Le nom est en train d'être figé. Donc, je vous invite à vous connecter sur relance-tourisme.fr. C'est encore le nom que ça porte. À nous passer un message sur le formulaire de contact. Je serais ravi de l'inclure dans la démarche de choix de nom. Mais effectivement, ce n'est pas limitatif au tourisme. C'est le loisir. C'est comme le numérique. On parle du numérique, mais aussi de la technologie. Des sociétés comme Aquatech, je lui fais un clin d'œil puisque en ce moment elle est un peu sur tous les réseaux. Geneviève, donc si tu m'entends, qui intervient sur la gestion de l'eau dans les lieux touristiques. C'est aussi ça en fait, la transition, c'est aussi ça le collectif. Donc oui, le loisir, le tourisme, le numérique, la technologie, c'est un peu tout ça. Ouais. Il faut trouver maintenant le bon nom. Voilà. Ouais. Et peut-être un point, parce que on a beaucoup de collectivités qui nous écoutent aujourd'hui. On a beaucoup parlé tout à l'heure donc, de ces phases de preuve de concept et donc très itératives pour arriver après des solutions collectives. Damien a parlé évidemment des dispositifs de marché public. Donc dans tout ça, il faut tout revisiter. Je vais prendre 2 autres exemples dans le cadre très rapidement, parce qu'on est déjà hors... Mais je le surveille. Le process de dialogue compétitif, on a une start-up que connaît bien Damien, qui est dans la région grenobloise, qui est de rentrer dans un process qu'on appelle de dialogue compétitif, donc les collectivités comprendront ce que je veux dire. Mais ça aussi, c'est intéressant, c'est d'initier une collaboration dans ces phases-là et de voir à être dans la co-conception justement d'un service avant d'aller plus loin dans le développement. Si on parle après de services qui sont plus comme ceux qui plus des innovations d'usage et de services, ce qu'on appelle dans le jargon des collectivités les AOT, les autorisations d'occupation temporaire, peuvent permettre justement le déploiement de services. Donc il faut tout revisiter, il ne faut pas être géré, focalisé sur il faut que j'écrive un cahier des charges pour avoir tel et tel service. On le voit de toute façon, on est vraiment dans une approche très holistique. Donc merci à tous les 3 de nous avoir apporté vos témoignages. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle table ronde. Merci. Merci. Ciao. Merci à Karim. bientôt. Salut, à bientôt.